Bonsoir, nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le 13 avril, nous allons faire ensemble le tour de l'actualité locale. Et aujourd'hui, il sera notamment question du déplacement d'Emmanuelle Cos, la ministre du Logement, qui était à La Verrière hier soir pour découvrir les projets de la commune. Une visite de terrain pour mieux apprécier les difficultés rencontrées au quotidien. Les associations et centres de soins vont recevoir des tests rapides de dépistage pour détecter le virus de l'hépatite C. Sur un modèle similaire à ceux destinés au sida, ils permettront d'améliorer la prise en charge des dizaines de milliers de personnes qui ignorent leur infection. Clairefontaine au goût du jour pour recevoir l'équipe de France de football en vue de l'Euro 2016. Le camp de base des Bleus a connu quelques évolutions. Visite guidée au cours de ce journal. Emmanuelle Cos, ministre du Logement, était donc hier soir à La Verrière. Invitée par la municipalité, la ministre s'est rendue sur les deux sites qui sont concernés par des projets immobiliers, la zone d'aménagement concerté dite Gare Bécane et un habitat participatif. Son objectif, mesurer au mieux la réalité du terrain dans une petite commune. Mélanie Poquet a suivi ce déplacement. Bailleurs sociaux, acteurs immobiliers et conseillers municipaux de La Verrière, ils étaient tous réunis autour de la ministre du Logement Emmanuelle Cos et lui ont présenté les projets d'habitation de la commune. On voit bien que sur les questions de financement, sur les questions de montage juridique, il y a encore un travail à faire. Il y a des choses qui ont été faites, qui améliorent, mais il y a encore un travail. Donc les investisseurs et les promoteurs qui sont présents sur le territoire de La Verrière ont pu poser effectivement à la ministre ces questions pour faciliter les montages. Dans ces projets, un habitat participatif rue de la Mare. 14 logements devraient voir le jour à cet emplacement. Mais le gros projet, c'est la ZAC, la zone d'aménagement concerté de Gare Bécane. Des habitations, mais aussi un pôle d'activité de plus de 80 000 mètres carrés. Oui, c'est important d'aller soutenir les collectivités qui s'engagent sur ces questions-là parce que quand vous êtes maire d'une commune de 6 000 habitants, que vous envisagez de construire 1 500 logements, c'est une évolution considérable. Et il y a aussi un enjeu d'activité économique, il semble très important de le rappeler, qui est qu'il faut qu'on rapproche l'activité économique, les logements, parce qu'on sait que typiquement, notamment pour les habitants des Yvelines, beaucoup d'entre eux travaillent sur le centre de Paris ou à la Défense et qu'on a des temps de transport extrêmement difficiles. Avec les 1800 logements prévus sur la ZAC, La Verrière deviendra une commune de près de 10 000 habitants. Les travaux devraient débuter en 2017. Il y aura bien une nouvelle élection pour désigner président et vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Le tribunal administratif a décidé d'annuler le précédent scrutin du 9 janvier dernier, expliquant que les conditions d'accès au public n'avaient pas été respectées. La majorité de Saint-Quentin en Yvelines, majorité de droite, a décidé de ne pas faire appel. Elle évoque des polémiques politiciennes et souhaite un apaisement. Alors tout simplement, on a décidé de ne pas faire appel par rapport à la décision du tribunal administratif, même si je la conteste et même si aujourd'hui les éléments de mes avocats nous donnaient toutes les raisons de pouvoir gagner en Conseil d'État. Simplement, ça va encore faire 6 mois de retard et encore beaucoup d'argent dépensé. Pour moi, cette nouvelle élection est un non-événement, donc je représenterai exactement les mêmes délibérations que j'avais présentées au mois de janvier. C'est-à-dire que toutes les communes de gauche seront représentées dans le bureau. Par contre, il n'y aura pas de délégation offerte à la gauche. Nuit debout fait des émules dans les Yvelines. À Mantes-la-Jolie, vendredi soir, un collectif de citoyens entend à son tour mettre en place ce qui est défini comme un espace de rencontre, de dialogue et d'échange. Le rendez-vous, si vous êtes à Mantes-la-Jolie, est fixé place Paul Bert. C'est à 19h30, ce vendredi donc. On parle santé à présent et c'est une première en France. L'association HF Prévention vient de présenter le premier test rapide d'orientation et de dépistage du virus de l'hépatite. Le principe est similaire à celui de l'autotest du dépistage VIH. Médecins, infirmiers ou encore associations vont pouvoir l'utiliser dès le mois de mai. William L. pour les précisions. Il était très attendu par les milieux associatifs. Le premier test rapide d'orientation et de diagnostic du virus de l'hépatite C a été présenté à la presse le 12 avril. L'objectif de cet outil, élargir et renforcer le dépistage d'une maladie souvent méconnue et sous-estimée par les Français. Le principe, c'est tout simple, c'est à partir d'une goutte de sang au bout du doigt, 30 microlitres, donc une toute petite quantité de sang, qu'on va déposer sur ce test. Et au bout de 15 minutes, la personne aura le résultat de son test de dépistage de l'hépatite C. Un test disponible à partir du mois de mai pour les professionnels et les associations. En France, ce sont environ 80 000 personnes infectées qui ignorent leur statut. On a des données qui datent de 2004 où on a montré que la prévalence, la fréquence de l'hépatite C, c'était 0,85%.
et dont 2 tiers avaient du virus dans le sang. Donc on pensait à l'époque qu'il y avait à peu près 230 000 sujets infectés. Ce chiffre a diminué puisqu'on a traité des patients entre-temps, on sait que ça a diminué. Les populations dites à risque qui sont les plus exposées, usagers de drogue, personnes transfusées avant 1992 ou par contamination sexuelle exceptionnelle dans certaines populations. Aujourd'hui, effectivement, on va vers les publics les plus à risque et on proposera, en même temps qu'on propose du VIH, on proposera donc une offre VHC, ce qui va permettre donc aux gens de pouvoir avoir un vrai dépistage beaucoup plus complet que ce qu'on proposait jusqu'à présent. L'avantage du TROD, c'est que ça se passe rapidement. Et puis effectivement, on va pouvoir aller vers ces populations, c'est la spécialité d'HF Prévention. Et effectivement, on est en train donc de cibler des régions, notamment l'Île-de-France, où il y a énormément de personnes contaminées VHC, mais aussi PACA, Languedoc et Nord-Pas-de-Calais, où on avait donc déjà une forte incidence sur le VIH. Durant la conférence, l'association SOS Hépatite a pointé du doigt le fonctionnement du ministère de la Santé. Aujourd'hui, les coûts de traitement sont importants puisqu'on considère qu'un traitement, c'est à peu près 40 000 €. Pour autant, les coûts étant importants, le ministère a décidé de soigner d'abord les personnes avec des hépatites graves, donc en état de cirrhose ou de pré-cirrhose. Le plus gros du boulot est fait et aujourd'hui, il reste des gens avec des hépatites minimes qui n'ont pas accès au traitement. Mais il va falloir revoir le coût des traitements et l'accès au traitement pour tout le monde. Pour l'association, une solution existe grâce à des médicaments génériques venus de l'étranger mais non remboursés par la sécurité sociale. Ce mardi après-midi, la direction des services départementaux de l'éducation nationale vient d'organiser donc une journée dédiée à l'initiation au tennis. Plus de 330 élèves yvelinois ont pu tester leur revers et leur coup droit. C'était au tennis club de Guyancourt. Un reportage de Mickaël Elmidoro. Associer le tennis et la scolarité, c'est l'objectif des rencontres départementales organisées par l'Éducation nationale. Pour cette 7e édition, plus de 330 élèves de primaire venus de 15 classes ont frappé la balle ce mardi au tennis club de Guyancourt. C'est une fois par an, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves sont initiés dans leurs écoles et qu'il y a entre les écoles elles-mêmes déjà des tournois, des confrontations. Cette manifestation, celle d'aujourd'hui, a une plus grande ampleur puisqu'elle est au niveau départemental et elle consacre encore une fois tout le travail qui a pu être fait en amont dans les écoles. 4 ateliers étaient au programme pour travailler les déplacements, la coordination et la précision avec la raquette. On prenait la balle, on la visait, et on faisait avec la main. On faisait tout en fait, quoi. On échangeait la balle, on l'a renvoyée. Et tu trouves que c'est dur le tennis? Non. Oh, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est facile à rattraper la balle. Et ben, j'aime bien qu'on se fasse des échanges et tirer dans la balle. Après 4 heures de jeu, les élèves ont reçu des récompenses de la part des éducateurs. Il n'y a pas de classement. Beaucoup m'ont demandé pourquoi, mais nous, on n'est pas sur le classement. On est sur le plaisir partagé tout au long de la journée. Et donc, ils ont eu des casquettes avec marqué en souvenir de la rencontre départementale tennis qui leur a été offerte par l'UCEP et la Ligue. Ils ont eu des goûters, donc il faut reprendre des forces après une telle rencontre. Ils ont eu des balles qui ont été offertes par le club. Une 8e édition des rencontres départementales devrait être programmée en avril 2017. La ville qui accueillera les épreuves n'est pas encore connue. Sport toujours, on prend la direction à présent de Voisins-le-Bretonneux où la judokate Jane Bridge, première championne du monde de l'histoire de la discipline dans la catégorie des moins de 48 kg à New York en 1980, était présente. Elle était donc dans la ville saint-quentinoise. La sportive a présenté au centre sportif des Pyramides ses astuces, ses techniques au cours d'un stage. Une quarantaine de judokas étaient présentes sur les tatamis pour suivre ce cours. L'athlète est au micro de Mickaël Elmidoro. Ça me fait toujours plaisir que les gens soient là, qu'ils sont heureux d'être là et d'apprendre et de travailler ensemble. On va faire du travail technique. Une partie, ça va être au sol. En judo, il y a différentes parties. Donc au sol, on va commencer. Et ensuite, on va travailler debout, des techniques debout. Et quelques petits combats à la fin. On ne parlera pas de l'élimination du Paris Saint-Germain en Champions League, mais nous allons à présent bien parler de football. Le centre d'entraînement de l'équipe de France situé à Clairefontaine dans les Yvelines a été rénové en vue de l'Euro 2016. La compétition va se dérouler du 10 juin au 10 juillet en France et pour que les Bleus soient dans les meilleures conditions, salle de musculation, terrain, centre médical et espace média ont été restaurés, modernisés. Reportage Mickaël Elmidoro, image de William L.
Un nouveau Clairefontaine pour les Bleus. À 2 mois du début de l'Euro 2016, un bâtiment de 5200 mètres carrés a été inauguré ce vendredi 8 avril en présence du secrétaire d'État chargé des sports Thierry Braillard et du président de la Fédération française de football Noël Le Graët. La structure abritera notamment le centre de formation et de conférences. En parallèle, les terrains, les espaces de musculation et le centre médical ont été modernisés pour l'Euro. Pour les joueurs, ceux qui viennent s'entraîner, il faut qu'ils aient une qualité de terrain aussi bonne que dans les grands clubs. C'est des joueurs de haut niveau. Donc aujourd'hui, l'effort a été fait sur tous les terrains. Ils ont un gazon neuf, exceptionnel, qualitatif. Donc ça, c'est important. Ensuite, au niveau médical, on est bien équipé. Au niveau technique, au niveau récupération, on est parfaitement équipé. Je pense qu'on est au niveau de satisfaction pour des joueurs de haut niveau. Pour rénover ce site de 56 hectares ouvert depuis 1988, 6 millions d'euros ont été investis sur 3 ans. Les joueurs de l'équipe de France ont glissé des idées pour améliorer les équipements. Il y a des échanges, bien évidemment, par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir. Et après, c'est en discussion aussi avec mon staff technique et staff médical. Et après, évidemment, c'est toujours validé par la fédération par rapport au coût des travaux. Mais on a toujours eu des personnes à l'écoute pour faire en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions. L'Euro débutera en France le 10 juin prochain. Les tricolores devraient s'installer dans leur camp de base à partir du 5 juin. Et avant l'Euro, ce sont les prochaines vacances qui approchent. Les examens aussi. L'association Archimède à Voisins-le-Bretonneux propose des cours de soutien, de révision pour le brevet et pour le bac. Les renseignements qui s'affichent et apprendre directement auprès des responsables, donc à l'adresse mail qui s'est affichée, vous le voyez. Environnement à présent et une nouvelle semaine dédiée à cette cause qui se met en place à Trappes. Depuis aujourd'hui et jusqu'au 20 avril, des ateliers, des expositions sont proposés. Ainsi, cet après-midi, à la salle Jean-Baptiste Clément, le public, le plus souvent familial, était convié. Écoutez Thomas Urdi, élu en charge de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de vie. Il nous parle des différents temps forts de cet événement. Il y a 3 temps exactement, 3 temps importants. Donc on lance sous forme d'atelier cet après-midi, donc ce mercredi 13 avril, de 14h à 17h, des ateliers, des jeux tout public. Le deuxième temps, c'est qu'effectivement, on va avoir auprès des habitants, notamment le lundi 18 avril, directement en lien avec les centres sociaux et puis les bailleurs, au pied des immeubles, des ateliers notamment de récupération d'eau pour le jardin, des sorties famille. On va avoir des actions de sensibilisation sur le tri, sur la propreté. Ça va permettre aussi de découvrir la réserve naturelle, parce que la réserve naturelle, on n'en parle pas assez. Le troisième temps fort, finalement, c'est le mercredi 20 avril, donc qui va clôturer cette semaine de l'environnement qu'on a voulu à cheval entre la période hors vacances scolaires et puis la période de vacances scolaires, parce qu'on ne touche pas les mêmes publics. Mais elle aura donc son point d'orgue le mercredi 20 avril à l'auditorium de l'école de musique et de danse, avec la clôture de la semaine de l'environnement. Et c'est bien évidemment une séance ouverte aux habitants. Les espaces jeunes et les centres de loisirs y participeront. C'est ouvert à tous et on invite bien évidemment le plus grand nombre à venir se renseigner au plus près de ces enjeux de demain. Environnement toujours, et comme tous les mercredis, on passe maintenant à la chronique avec Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Cette semaine, il sera question de propreté dans la nature avec ce concept randonnette. Et la randonnette porte bien son nom puisqu'elle a pour but de nettoyer la nature et la forêt. C'est Codérando 78, le comité départemental de randonnée pédestre des Yvelines, qui a été approché par des randonneurs qui trouvaient vraiment la forêt très sale. Ça leur a donné l'idée de mettre en place les randonnettes. Écoutez Jacqueline Marinoni, elle est secrétaire générale du comité. La philosophie du randonneur est que nous ne laissons aucun déchet derrière nous. On voudrait transmettre au public cette philosophie et les inviter à ne rien jeter, eux non plus, ou à prendre l'habitude de ramasser quand ils amènent quelque chose dans la nature et remporter les contenants avec eux, parce qu'on trouve des bouteilles, le verre, des canettes, des sachets en plastique. Enfin, c'est assez volumineux quand même ce qu'on trouve et assez étonnant. C'est étonnant, c'est volumineux. On a une idée de ce que ça représente à peu près? Alors pour vous rendre compte, les randonnettes ont été lancées en novembre 2015. Nous avions à l'époque suivi l'association Loisirs et Sports d'Elancourt. Elle est adhérente à Codérando 78. Ils avaient ramassé plus de 400 litres de déchets sur seulement 12 km que comptait leur randonnée.
Un autre exemple, puisque chaque année au mois d'avril, de nombreux nettoyages de printemps sont organisés sur les communes, notamment celle du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. L'an dernier, c'était la commune de Manille-les-Hameaux qui avait eu le droit. Ils avaient ramassé plus de 2000 litres de déchets. C'est une jolie initiative et on peut la saluer bien évidemment, même s'il faudrait mieux faire attention à la nature et pas jeter tout n'importe où. Mais que deviennent ces déchets après? Alors, les participants, les randonneurs ramènent le sac de ramassage qu'ils ont chez eux. On va le voir à l'image, c'est un sac qui a une capacité de 10 litres. Ils vont les trier. Ce qui ne peut pas être trié sera après ramené en déchetterie. Il y a les clubs, on le disait, mais aussi des communes yvelinoises qui ont été sensibles à ce mouvement. Et Codérando 78 est notamment soutenu par l'ONF et le département. L'ONF, c'est un soutien surtout moral, mais on a des conventions spécifiques entre la randonnée et l'ONF. Donc on a l'habitude de travailler ensemble. Donc voilà, ils passent notre information sur leur site. Et puis le conseil départemental, à partir du moment où c'est une action qui est tournée vers le grand public, va nous aider aussi, j'espère en tout cas, plus que moralement. Allez, pour participer, leur donner un coup de main. Il faut se rapprocher des clubs qui sont affiliés à Codérando. Le comité les appelle à proposer eux-mêmes les propres randonnettes. Ça se passe sur tout le mois d'avril. Ils décident exactement le jour où ils veulent le faire. On peut les retrouver sur le site de Codérando. Il faut savoir qu'il y a 48 clubs qui sont associés au comité, 42 accueillent du public et pour le moment, il y en a 24 qui participent à ces nettoyages. Ces rendez-vous sont amenés à être renouvelés tous les ans, toujours au mois d'avril, et peut-être un jour, Wilfried, il n'y aura plus rien à ramasser. Alors oui, on ne pourra plus parler des randonnettes, c'est joli comme nom pourtant. Randonnette, merci Mélanie. Les Greta ont du talent, c'est le concours organisé chaque année par les académies d'Île-de-France. Hier mardi, ce sont 22 apprentis, cuisiniers, pâtissiers qui se sont affrontés au lycée hôtelier de Guyancourt. Une véritable battle en quelque sorte, en 2 étapes, une première partie d'écriture, puis une seconde partie beaucoup plus technique en cuisine. Nous avons suivi les 3 candidats yvelinois. Fanny Bourdillon. Ingrédients, quantité et recettes, ici on calcule tout et on se prépare à cuisiner. C'est le concours des Greta organisé par les académies de Versailles, Créteil et Paris. Cette année, la finale a lieu au lycée hôtelier de Guyancourt. Après l'étape écrite d'1 heure, il faut passer en cuisine. Et je crois que devant les fourneaux et en maniant les casseroles, bien évidemment, vous allez pouvoir vous libérer et justement faire preuve de tout le talent que l'on attend de vous. Merci. Demandeurs d'emploi ou en reconversion professionnelle, ils sont 22 stagiaires du réseau des Greta Île-de-France à tenter leur chance pour se former dans la restauration. J'ai découvert ça depuis quelques années et ça me passionne beaucoup. Avant j'étais artiste peintre, maintenant je fais des gâteaux. Donc je reste dans les couleurs, dans les matières. Ça fait très longtemps que je n'ai pas passé d'examen et du coup, oui, enfin, c'est une pression, la pression naturelle de l'examen. Je sais qu'il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien à perdre, rien à gagner. C'est comme ça, c'est naturel. À peine le temps de souffler, direction les cuisines pour Karim. Il doit réaliser 2 plats en 3h30, mais le stress est toujours présent. À 3h30 pour faire 2 plats. Après, j'aurai un poulet à faire aussi. Mais ça va être un petit peu tendu. Pourquoi ? Parce que c'est court, 3h30, et puis c'est pas forcément des techniques que je maîtrise totalement. 11 candidats concourent à l'épreuve de cuisine et 11 autres en pâtisserie. Fatoumata, qui a choisi la pâtisserie, doit réaliser 2 desserts, dont une tarte aux pommes, mais elle a du mal à s'organiser. Vous avez déjà fait votre compote? Non, pas encore. Vous avez foncé votre tarte? Non. D'accord. Alors vous savez que l'épreuve de la tarte est envoyée avant l'entrée. Vous pouvez faire la tarte de votre Organisez-vous, attention. C'est un grand challenge pour moi. J'espère au moins finir dans les 3-4 premiers, ça serait pas mal. Après, voilà, je donnerai tout pour avoir la première place. L'objectif avant tout pour ces candidats, se former rapidement pour pouvoir retrouver un emploi. Le but, c'est quand même de prendre des personnes, comme je l'ai dit, qui sont en reconversion, certains qui ont eu des parcours difficiles. Il faut quand même le reconnaître. Et notre objectif, c'est de les redynamiser, c'est de travailler avec eux leur projet professionnel et vraiment de les réinsérer. Malgré le stress, c'est l'Yvelinois Karim Terbèche qui a fini premier au concours de cuisine. Fatoumata est arrivé 3e en pâtisserie. Ils finiront tous les 2 leur CAP en juin prochain. Gastronomie, toujours le centre Alfred de Vigny à Voisins, le Bretonneux qui organisait le week-end dernier la 10e édition du marché des terroirs. Durant 2 jours, le public était invité à découvrir ou redécouvrir les produits des régions françaises. Mélanie Poquet, Patrick Jacques de Dixmude.
Le Cantal, la Corse, ce week-end, voisins le Bretonneux jouaient la carte du terroir. Produit du cru, mais pas seulement. Au détour d'un étal, une madeleine inspirée par le célèbre ouvrage À la recherche du temps perdu. Cette madeleine vient d'Illier-Combray, qui est un village qui se situe pas très loin de Chartres, en Eure-et-Loire. Là où allait Marcel Proust, lors de son enfance, il allait chez sa tante Léonie déguster les fameuses madeleines. Et donc notre défi que nous avons relevé avec ma femme Maxime Beucher, qui a travaillé aux côtés d'Alain Passard, et Camille Lessec, qui était chef pâtissier d'un grand restaurant parisien, d'un grand hôtel parisien, on a décidé de faire une excellente madeleine qui soit à la hauteur de l'œuvre de Marcel Proust. Et puis, une musique d'un autre temps se faisait entendre. Avec les regrattiers d'histoire, vous plongez dans un camp du XVe siècle. C'est un camp ouvert, c'est-à-dire qui permet aux gens de venir à l'intérieur et d'observer, de manipuler. Donc on peut très bien venir toucher, essayer les épées, essayer les casques, s'initier un petit peu avec la cuisine médiévale, venir écouter notre chanteuse et harpiste. Le marché du week-end du terroir a fermé ses portes ce dimanche, en attendant la 11e édition. Culture, découverte à présent de l'œuvre de Bertrand Flachot, des paysages végétaux et urbains entre abstraction et figuration. Le photographe plasticien travaille en juxtaposant plusieurs prises de vue. Une partie de son travail est à découvrir à Guyancourt jusqu'au 7 mai, Sephora Namani. Urbain ou végétal, abstrait ou figuratif, les paysages de Bertrand Flachot entrouvrent la porte d'un imaginaire et une volonté de réinventer le monde en une image complexe et inédite. Diplômé de l'École nationale des arts décoratifs, l'artiste crée des œuvres à la frontière de deux expressions plastiques, celle de la photographie et celle du dessin. C'est beaucoup lié à l'intime. Quand on connaît l'histoire de Bertrand Flachot, on se rend compte que tous ces lieux qu'il photographie sont des lieux qui pour lui ont une mémoire, qui ont une histoire. Il y a un côté effectivement abstrait, figuratif en même temps. Donc, il y a un côté où on peut s'évader, où on peut se laisser porter par les lignes de l'artiste, ou alors on peut être très concret en regardant seulement les paysages et finalement faire abstraction du dessin. Chacun y voit un peu ce qu'il veut. À l'aide d'une tablette graphique, Bertrand Flachot sublime ses photographies numériques. Il peut aussi retravailler directement ses photographies argentiques par le dessin au crayon, une façon d'associer un instant réel figé à un dessin qui peut se prolonger à l'infini. C'est un artiste qui s'appuie sur des photographies qu'il prend lui-même, des photographies de paysages, de forêts, de bois, mais aussi des photographies de Paris. Et après, il retravaille entièrement sa photographie avec du dessin. Il travaille avec sa tablette graphique et sa tablette numérique pour pouvoir sublimer les dessins. Donc effectivement, on est dans une technique qui est plutôt originale et plutôt actuelle. Bertrand Flachot expose ses photographies plastiques à la mezzanine de l'Hôtel de Ville de Guyancourt jusqu'au 7 mai prochain. Et pour l'actualité culturelle, vous avez rendez-vous dans un instant sur notre antenne avec le magazine hebdomadaire Kiosque, préparé, présenté par Sephora Namani. C'est la fin de ce journal, on se retrouve demain aux horaires habituels pour un nouveau point complet sur l'information locale. Très belle soirée.